soient pas seulement des fichiers de liste d'œuvres, mais que nous ayons la possibilité que la loi nous dise quel est l'endroit à partir duquel les ayants droit peuvent accéder à l'offre, c'est-à-dire peuvent accéder à l'œuvre. Et à ce moment-là, l'ayant droit pourra faire une vérification et éventuellement démontrer qu'il est titulaire d'un droit, qu'il n'a pas donné l'autorisation et que donc l'œuvre ne doit pas être sur ce site. Enfin, elle peut être sur ce site à condition qu'il donne l'autorisation. Bien entendu, c'est tout le jeu du droit d'auteur. Et ainsi, les objections seraient facilitées. C'est ce que nous avons proposé. Mais pour que ça puisse se faire, il faut au moins que le décret du 10 novembre 2010 soit modifié. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait qu'à l'issue de la mission Lescure, que la mission Lescure le propose, qu'à l'issue de la mission Lescure, il y ait une évolution de la loi pour que on confie soit à la Hadopi, soit à un autre organisme, peu importe, c'est pas une question de la Hadopi, mais qu'il existe une instance de régulation qui puisse avoir le pouvoir légal de vérifier que l'offre est régulière. La question ici, elle est véritablement que on entre dans la voie d'une autorité de régulation qui s'occupe des contenus de la même façon qu'il y a une autorité de régulation qui s'occupe des tuyaux et de la technique et qui s'appelle l'ARCEP, qui est l'autorité de régulation pour les télécommunications. Et de la même façon qu'il y a une autorité de régulation qui est le CSA et qui lui porte sur la radio et sur la télévision. Alors, je ne sais pas si la mission Lescure fera ses conclusions, mais personnellement, je pense que c'est la voie qui permettrait d'aller dans le bon sens. En ce qui concerne la photo, aujourd'hui, on a deux mondes qui, en gros, s'ignorent. Les photographes, qui sont un peu comme le pot de terre, et les grands sites, les stocks qu'on appelle micro, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on les appelle micro, parce qu'ils sont plutôt méga. Bon, les méga stocks qui, eux, sont le pot de fer. Voilà. Et entre le pot de fer et le pot de terre, La Fontaine l'a dit avant même le numérique, ça se passe pas très bien. Et donc, je pense qu'il y a, de mon point de vue, nécessité de créer une forme de, comment dire, un forum, au-delà des questions juridiques que j'ai évoquées tout à l'heure, il faut essayer de trouver le moyen d'organiser la filière. Et je dois dire que, par exemple, je pense que d'une manière ou d'une autre, la Hadopi pourrait très bien imaginer ce type de rencontre. Mais le colloque au Sénat aujourd'hui est un colloque justement qui ouvre la voie à cela, parce qu'on débat publiquement, grâce à Mme Blandin et à tous vos intervenants, on débat publiquement de ces questions, et on passe en gros d'une situation où il s'agit simplement d'une revendication des photographes, et un peu il crie dans le désert, en quelque sorte, et à un débat public qui est pris en compte publiquement. On le voit bien sur le DR, par exemple. Bon, il y a des initiatives législatives sur le DR, donc ça devient une affaire publique. Les aides à la presse sont allouées aux entreprises de presse. Bien. Si je voulais parler comme sur le marché, elles sont allouées aux patrons de la presse. Bon, en fait, elles sont allouées aux entreprises de presse. Et parce que, en gros, ça consiste à essayer de faire en sorte que l'évolution des conditions économiques de la presse, et aussi, par exemple, les charges sociales, n'étrangle pas les gens. Bien, c'est extrêmement difficile, et on connaît très bien la situation de la presse quotidienne ou périodique dans notre pays, qui est très difficile. Donc votre idée, elle passe par le fait que les aides puissent être, pour une partie, qui serait en l'occurrence consacrée, aller non pas à l'entreprise de presse, mais à ceux
qui font la presse. Bon, en l'occurrence, les photographes, comme elle pourrait peut-être aller au rédacteur. Mais ça veut dire ça que c'est de la part du ministre de la Culture et de la Communication qui est en charge, et de la part des organismes paritaires de la presse, une véritable petite révolution culturelle. Mais aujourd'hui, où cette question de la propriété intellectuelle et cette question du financement de la création est vraiment une question qui est devenue, si je peux employer cette expression, d'ordre public. Je pense que on peut tenter de poser la question, de poser l'idée et d'ouvrir le débat. Et dans le colloque aujourd'hui, je pense que vous allez le faire. Mais il ne faut pas méconnaître que la situation française, je dirais la tradition française, c'est que cet ensemble d'aides tout à fait considérable à la fabrication et à la diffusion de la presse est une aide aux entreprises de presse et non pas une aide à ceux qui font la presse. C'est là où peut-être il y aurait une voie, c'est celle qui consisterait à définir dans les critères d'aide aux entreprises de presse, qu'elles soient d'ailleurs entreprises sur le papier ou entreprises Internet, parce que de plus en plus... Ce sont les mêmes acteurs, voilà, c'est le même acteur avec un interlocuteur. À définir des critères qui seraient liés au contenu. Par exemple, j'imagine, hein, je parle tout haut, que tel organe de presse, ou telle catégorie d'organes de presse, qui rémunère mieux les photographes, bénéficierait d'une aide supplémentaire, de manière à l'inciter effectivement à mieux rémunérer ceux qui travaillent pour cette entreprise, et en l'occurrence pour vous, les photographes. C'est-à-dire qu'on tiendrait compte du contenu dans l'aide et pas seulement des paramètres économiques. Lacordaire l'a dit au milieu du XIXe siècle, entre le faible et le fort, c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui protège. Bon, et je pense que notre politique culturelle, elle est fondée là-dessus, c'est-à-dire que des éléments de législation, des éléments de régulation permettent de faire en sorte que l'œuvre artistique, l'œuvre culturelle ne soit pas traitée comme une simple marchandise. Donc, maître Caroline Henry, du cabinet Ponce et Carrère, va nous donner pas ses commentaires sur ce que nous venons de voir, mais sa position ou ses observations sur le droit d'auteur, je crois, au plan européen. Oui, un commentaire quand même sur ce qu'on vient de voir, si vous me le permettez, Thierry. J'ai reçu dans ma boîte mail il y a 2-3 jours Alors, vous compterez le temps pour moi. Hein. Dans ma boîte mail, une notification de l'Adopi qui me faisait part de la création du site PUR, du label PUR, sur lequel un certain nombre de sites internet ont été labellisés, c'est-à-dire que si vous êtes consommateur de contenu, si vous allez sur ces sites, il vous est indiqué sur de nombreuses pages par l'Adopi que vous aidez la création, que vous respectez la création, que vous respectez les acteurs de la création, au premier titre les producteurs de la création et les auteurs de la création. Et quand vous cliquez sur l'icône de gauche, vous cliquez sur l'icône photographie, vous avez 3 sites. Un, Photolia, 2, un site qui s'appelle Wallis, qui doit être spécialisé dans la photographie du sud de la France. Et 3, un site de la Monnaie de Paris sur 2 expositions
2 expositions, semble-t-il, photographiques qui ont été faites à la Monnaie de Paris. Voilà, donc je pense que l'Hadopi et M. Toubon qui nous parlait de l'offre légale et de la manière dont il voyait les choses, des pouvoirs qu'il n'avait pas. En tout cas, je pense que l'Hadopi s'est arrogé le pouvoir de faire 3 pages de pédagogie parce que finalement, dans le rapport d'activité d'Hadopi, aujourd'hui, on nous dit ce qui marche avec Hadopi et l'objectif d'Hadopi, c'était la pédagogie. Je pense que les 3 pages de pédagogie pour vous expliquer que finalement ce label permet de respecter la création n'étaient pas complètement utiles malgré les pouvoirs limités de l'Hadopi sur les questions d'octroyer les labels. Ça, c'était une observation dont je n'ai pas pu m'empêcher sur ce que j'ai entendu de M. Toubon. Pour le reste, nous, on a considéré qu'il était intéressant aujourd'hui de vous parler du droit international. Alors, un petit peu, parce que c'est un petit peu complexe et relativement rébarbatif. Simplement, face à l'Internet, vous avez un outil qui est tout à fait nouveau. Un mode d'exploitation des œuvres qui est tout à fait nouveau parce que, intrinsèquement, la structure d'Internet, c'est une diffusion instantanée et mondiale. Alors, bien évidemment, on va avoir des nuances, mais normalement, sur une œuvre, c'est plus moi, là. Normalement, sur une œuvre de l'esprit, en général, on prévoit une exploitation relativement territorialisée, ce qui permet de maximiser l'exploitation. Vous avez, quel que soit le type d'œuvre, une exploitation en France, une exploitation en Allemagne, une exploitation aux États-Unis. Et ce cloisonnement des marchés, qui est pour l'instant remis en cause en Europe, mais ce cloisonnement des marchés permet normalement de maximiser l'exploitation. Aujourd'hui, avec l'outil Internet, vous avez, quoi qu'il arrive, une internationalité de l'exploitation qui va être passive et généralisée. Alors ça, évidemment, ça laisse le pas à de nombreux fantasmes, à de nombreuses idéologies libertaires qui vous disent que finalement Internet c'est tout de suite maintenant et qu'on ne peut absolument rien y faire. C'est pas tout à fait vrai. Les premiers contentieux qu'on a eus pour des contenus diffusés sur Internet et aussi la volonté des exploitants nous ont montré qu'on pouvait parfaitement limiter techniquement aussi la diffusion sur Internet. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, vous pouvez parfaitement avoir une photo qui va être mise en ligne par un Russe et que vous allez recevoir sur votre écran. Votre photographie à vous, photographe français, peut être mise en ligne sans droit par un Russe et visualisée dans le même instant par un Américain. Il n'en reste pas moins aussi que par le biais de l'Internet, il y a des nouveaux débouchés d'exploitation et des nouvelles mises en contact. Vous pouvez très bien, vous, photographe français, sans vous déplacer, conclure un contrat en vue d'une exploitation, cette fois-ci légale, avec un Américain, un Russe, un Allemand, et ainsi de suite, sans vous déplacer par le simple biais d'Internet et de manière relativement instantanée. Donc, si je résume, mon excellent confrère et les brillants orateurs vous ont dit un certain nombre de choses. On vous a dit, finalement, la révolution numérique et Internet, ça va être d'abord qu'on va vous reposer la sacro-sainte question, mais finalement, la photographie, vous, tout ça est relativement technique. Votre œuvre n'est pas originale. On l'a beaucoup posée. On pensait qu'on était allé au-delà de ça. Maintenant que tout le monde a un téléphone portable entre les mains, un appareil numérique entre les mains, on va considérer qu'aujourd'hui, on peut se reposer ce genre de questions. Et comme un interlocuteur que je ne retrouve plus le disait, oui, on se pose cette question pour la photographie, exclusivement avec la photographie, mais avec cette société de l'image où on a tous accès à l'image et on peut tous s'inventer photographe, on repose cette question. On va ensuite vous reposer une autre question, la question du défi pédagogique. Parce que oui, toutes les industries culturelles, les unes après les autres, la musique, le cinéma, ont été confrontées à la difficulté d'Internet. Simplement, il est relativement plus facile pour certaines industries parce qu'on a tous acheté un DVD, parce qu'on a tous acheté un CD. On sait qu'on a pu acheter le support. La pédagogie consiste donc à dire, ce n'est pas parce que c'est dématérialisé que les auteurs sont expropriés de leurs droits. Simplement, la différence avec la photographie, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des consommateurs de contenu qui n'ont finalement dans leur vie que très rarement acheté des images ou pas acheté d'images, parce qu'ils recevaient les images par un intermédiaire. Et aujourd'hui, le travail de pédagogie que vous devez faire, vous, photographe, ou vous, instance représentative des photographes, est beaucoup plus complexe, parce que vous ne pouvez pas passer par cette idée du support. Il faut expliquer que oui, eh bien, la photographie est une œuvre au même titre qu'un film, et qu'il y a des producteurs derrière, et que si les producteurs n'ont plus de retour sur investissement, eh ben, il n'y a plus de production et il n'y a plus de photographie. On vous a expliqué aussi